Le luxe français est-il en train de changer de nature? That's the beauty of it. Pendant longtemps, le luxe n'était pas une industrie, c'était une pratique sociale de distinction. Thorstein Veblen, dès la fin du XIXe siècle, parlait de consommation ostentatoire. Ce qu'il pointait du doigt, ce n'est pas tant l'objet que l'intention. Consommer pour montrer son statut. Afficher sa richesse pour légitimer sa place dans la hiérarchie sociale. Et cette idée a traversé les époques. Au XXe siècle, Pierre Bourdieu affine cette lecture. Le luxe est un capital symbolique, un langage que seuls certains savent parler. Il ne suffit pas d'avoir l'argent. Il faut aussi maîtriser les codes, les bonnes marques, les bonnes pièces, les bonnes attitudes. Mais alors, aujourd'hui en 2025, où en est-on? Est-ce que cette lecture tient encore face à un monde où le luxe est devenu une industrie de plusieurs centaines de milliards d'euros? Est-ce qu'un sac à 3 000 euros fait encore rêver? Est-ce qu'il distingue encore ou est-ce qu'il uniformise? Aujourd'hui, un produit peut être cher, qualitatif, beau, bien marketé, sans pour autant être considéré comme du luxe. Pourquoi? Parce que le luxe n'est pas réductible à une addition de critères objectifs. Prix, rareté, qualité, design, ce qui fonde le luxe, c'est sa capacité à incarner un imaginaire. Prenons un exemple. Une montre à 5 000 euros d'une marque horlogère suisse peu connue, très technique, très bien finie. Est-ce du luxe? Et maintenant, une Rolex vintage un peu abîmée mais portée par Paul Newman. Laquelle a le plus de valeur, la plus de prestige? Le luxe, c'est ce qui construit du sens, c'est ce qui rend une pièce rare, même si elle est produite à une grande échelle. C'est ce qui donne envie, même si on ne peut pas se le permettre. Et c'est là que réside le génie des maisons françaises historiques. Elles maîtrisent l'art de l'aura, comme disait Walter Benjamin. Mais ce modèle est sous tension. Pourquoi? Parce qu'on est passé en quelques décennies d'un artisanat d'excellence à une industrie mondialisée. Le Made in France, longtemps garant de qualité et d'authenticité, devient aujourd'hui un enjeu stratégique, mais aussi une zone grise. Un sac peut être Made in France tout en étant composé de pièces venues d'Italie. La loi autorise cette appellation, dès lors que l'essentiel de transformation est fait en France. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond pour le client? Est-ce que l'authenticité perçue correspond à la réalité de fabrication? Et puis, il y a les volumes. Pour répondre à la demande mondiale, les maisons doivent produire plus, plus vite. Les ouvertures de boutiques se multiplient, les campagnes marketing deviennent planétaires. Or, comment peut-on rester rare tout en devenant omniprésent? Le luxe repose historiquement sur la rareté, mais aussi sur le secret, sur l'idée que tout le monde ne peut pas y accéder. Ce paradoxe est aujourd'hui au cœur du dilemme stratégique des marques. Un autre tournant s'amorce. Le rapport du luxe change avec les générations. Les millénials, ou encore la génération Z, ne voient plus le luxe comme un simple symbole de statut. Ils cherchent du sens, de l'éthique, de la transparence. Ils veulent savoir d'où viennent les matériaux qu'ils fabriquent, dans quelles conditions, avec quel impact environnemental. La durabilité devient une valeur de luxe moderne. Et là encore, paradoxe. Le luxe est censé durer, mais il est aussi inscrit dans une logique de désir renouvelé. Or, comment concilier durabilité et désirabilité? Un produit conçu pour durer est-il encore désirable dans un monde d'images qui se consomme en scroll? Lipovetsky parlait déjà dans les années 1990 d'un luxe émotionnel, plus individualisé, moins ostentatoire. Aujourd'hui, on assiste à une mutation plus profonde. Le luxe devient expérience, immersion, intimité.